Il est mignon votre petit chien. Comment il s'appelle? Cookie. Cookie? Bah, c'était le nom de mon chien aussi, Cookie. Ah, c'est rigolo. Vous prenez souvent ce ferry? Oui, nous on appelle ce bateau notre oxygène. S'il n'y avait pas ce bateau, on n'aurait pas de nourriture, ni à manger, ni à boire, rien. J'ai fait le choix de découvrir les Cyclades hors saison. Ça me paraît être une bonne idée, non? L'hiver c'est bien, c'est calme, on se vide l'esprit. La mer c'est fantastique. Mais l'hiver, on est seul. Oui, l'hiver on est seul. On peut dire que chaque saison a son charme. Efkaristopoli, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, je vous souhaite plein de bons moments. Kalimera, nous mettons le cap sur les Cyclades. Cette semaine, cet archipel grec nous tend les bras. Paros, Santorin, Naxos, Héraclia, Andros. Voilà quelques-unes des 24 îles habitées sur les 220 que compte l'archipel, que nous allons découvrir ensemble. Certains n'hésitent pas à comparer ces îles à des pierres précieuses, à des petits trésors en mer Égée. Et ça se comprend, ces maisons blanches aux volets bleus, ces criques sauvages et ces villages authentiques font vraiment partie de la carte postale. Kalos Irstate, bienvenue dans les Cyclades les amis. Dans les îles des Cyclades, où le blanc des villages rencontre l'azur de la mer, La beauté est partout. Il faut garder les yeux ouverts pour voir la beauté qui nous entoure. Sophie explore toute la beauté des paysages. Je suis très heureuse de voir les îles des Cyclades en cette saison, ce qui est exceptionnel. C'est un spot qui est magnifique. On a la chance, hors saison, de pouvoir en profiter. Le paradis rien que pour nous les amis, c'est pas mal. À l'heure d'hiver, les habitants se réapproprient leurs îles. Tous les habitants. En étant tous les jours dans la nature avec elles, elles le ressentent et en retour, elles me donnent beaucoup d'amour. Loin de la foule, Il n'y a pas un chat dans ton village, hein? Il n'y a personne. Ah si, il y a les chats, oui. Ouais, de toute façon, il y a toujours des chats dans les villages grecs. Hein. Sophie profite de ce rythme des îles hors saison pour découvrir une autre Grèce. Nous offrons quelque chose à toute personne qui visite notre village. Oh là, merci, dis donc. Cul sec. Ah oui, cul sec, je vais pas y arriver. Encore un verre? Oh là là, malheureux. L'amour est le principal ingrédient de la nourriture dans un monastère. Et c'est pour ça que c'est si bon. Ici, on prend le temps de cuisiner, Très bien. 10 sur 10. Bravo, chef. de festoyer et de profiter de la légendaire convivialité grecque. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Je rencontre des gens qui me chantent des chansons, qui m'offrent une petite cloche. Il se passe quelque chose de quand même très particulier. Bienvenue dans les Cyclades. Kalimera Marie. Bonjour Sophie. Bonjour. Hey, salut toi. Bienvenue à Paros et surtout bienvenue à Naoussa. Merci beaucoup. Salut toi. Et voici Ouna. Elle est mignonne comme tout. Mais je crois qu'il est temps pour elle d'aller se promener. Exactement. Eh ben, allons nous promener toutes les deux. Super dans Naoussa. Je suis très heureuse de me balader avec toi ici et de commencer par ce petit port qui est vraiment la carte postale. Alors là, c'est le port vénitien. Si tu viens l'été, ici, c'est rempli de tables. Et puis tout le port. Et le soir, c'est bien sûr la musique. C'est très festif. L'été va bientôt arriver. Pour nous, c'est le début de la saison. Et donc, tout le monde commence à repeindre les tables, bientôt les rues aussi. Un jour comme moi, tu as pris un ferry, tu es arrivé ici, sauf que toi, tu es resté, ta vie est ici maintenant. Oui, alors je ne suis pas totalement restée. En fait, je suis venue en vacances voir un ami d'enfance qui travaillait ici. Et j'ai rencontré mon mari. On s'est installé à Nantes. Et puis, il en vit
nous taraudait de revenir ici. On venait beaucoup en vacances. On voulait s'imprégner à fond de la culture grecque et vivre comme pas comme les Grecs, mais essayer À la grecque. À la grecque. Et puis il y a quand même une douceur de vivre. L'hiver, c'est très calme. Et ici, les Grecs disent souvent siga, siga, c'est doucement, doucement. Alors regarde, tiens, je vais te présenter Vagelis. Je l'ai connu parce qu'il fait de la musique traditionnelle et c'est un excellent pêcheur. Kalimera. Bonjour. Bonjour, je te présente mon amie Sophie. Bonjour Sophie. Enchantée. Mais salut toi. Et c'est quoi son nom? Il s'appelle Skabis et il passe sa journée sur le bateau. Qu'est-ce qu'on pêche ici traditionnellement? En ce moment, comme il fait froid, on pêche plutôt des poissons pour faire des soupes, comme des rascasses ou des sèches. Quand le temps sera meilleur et que les restaurants ouvriront, on pêchera des mulets, des homards, des mérous, des dorades. Quand vous voyez arriver les premiers visiteurs, les premiers touristes là par les ferries, vous vous dites quoi? C'est la fin de la tranquillité? Pour nous, c'est bien en cette saison. L'été, c'est compliqué avec tout ce monde. Mais c'est quand même du tourisme que nous vivons tous désormais sur l'île. Le problème sur nos îles, c'est qu'il y a du vent au moins 300 jours par an. Oui, alors ça j'avais remarqué le vent. En effet, il m'a bien accueilli ici. J'aperçois là-bas un vestige historique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'était l'ancien château vénitien. Paros et Naoussa surtout a été envahi par les Vénitiens. Du coup, il y a beaucoup de familles qui portent des noms italiens, d'Averona, Sigonia, Roussos. L'histoire des Vénitiens s'est arrêtée ici, quand le pirate Barbarossa a envahi l'île. Et ils revivent l'histoire au mois d'août. Donc il y a des pirates qui arrivent avec des bateaux le soir, ils kidnappent les femmes. C'est vraiment une fête traditionnelle, un peu pour exorciser tout ce qui s'est passé. Si tu devais me décrire le charme de Paros, qu'est-ce que tu me dirais? C'est la plus belle des îles. Forcément, c'est celle que tu as choisie. Non, ce que j'aime, c'est pas si petit, mais c'est pas si grand. On est très bien connecté avec le reste des Cyclades, mais surtout avec Athènes. On a 2 ferries par jour. Non, j'ai surtout une grosse peur ici. C'est qu'un jour, j'oublie à quel point j'ai de la chance d'avoir ce paysage et d'être ici, en fait. J'espère que je m'en lasserai jamais. Quel choix de vie vous avez fait avec ton mari? Mon mari était restaurateur. Mais nous, on ne voulait pas ouvrir de restaurant parce qu'on ne voulait pas vivre de la saison. Donc aujourd'hui, on a ouvert un domaine viticole. Bravo! Donc nous sommes vignerons. Et voilà Sophie, on arrive. Alors au loin, on peut apercevoir le chai et notre maison. C'est très joli chez toi. J'aime beaucoup. Salut Sophie. Bonjour Nicolas. T'es bien? Ravi de te rencontrer. Bienvenue. Enfin, merci beaucoup. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ouais, En bien seulement. En bien, je te rassure. C'est sûr. T'es venu nous voir dans notre petite aventure. Exactement. Je suis curieuse d'en savoir un peu plus de votre jolie aventure familiale. Bah, nous, l'idée, c'était vraiment de faire du vin ici, de planter nos racines et de planter nos vignes. Donc, tu vois, les vignes, on les a plantées en 2021. Et oui, je vois quand même, tes cèpes sont assez jeunes là. Hein. Alors, c'est de l'Assyrtiko. C'est un cépage qu'on retrouve beaucoup à Santorin. On a vraiment une spécificité ici de terroir et de climat. Donc, tu vois, tout est très vert en ce moment. Mais si tu viens en plein mois d'août, c'est jaune grillé. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des cépages qui soient résistants à la chaleur et à la sécheresse surtout. Comment tu as appris les rudiments du métier? Tu t'es formé où? Ça s'improvise pas hein, d'être vigneron. Bon, déjà avec le restaurant, je goûtais pas mal de vin. Ouais. Du coup, j'avais pas mal de copains vignerons. Et du coup, j'ai commencé à faire une journée, 2 journées. Donc, c'est 2 amis qui m'ont formé et qui m'aident toujours encore aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a 0 traitement, aucun pesticide Alors là, dans tes c'est bio, vignes. Hein. C'est un vrai choix.
Disons qu'on vit à côté déjà, donc Ouais. on n'a pas envie de s'empoisonner. T'as commencé il y a quoi, 6 ans à peu près, c'est ça? Nous, notre premier millésime, c'est 2021. Et on a fait notre premier vin dans notre garage. On n'avait pas encore le chai qui était construit à l'époque. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un gros potentiel de terroir avec les cépages autochtones. Ouais. Parce que même dans des conditions un peu particulières, notre vin s'est vendu, notre vin était très bon. Et bonjour. Ah bah pile au bon moment. Salut. Bonjour Axel, je te présente Sophie. Salut Axel. Bonjour. Enchantée. Marie me disait que tu venais ici pour une dégustation pour ton resto. C'est ça, on ouvre bientôt pour la nouvelle saison, donc on se prépare, on prépare la carte et puis on choisit les vins qui vont bien aller avec nos produits au restaurant. Côté très salin de la Certico, donc très iodé. Je pense que ça va bien matcher avec ta cuisine, notamment à Catarama. Et puis c'est un vin qui est bien pour l'été aussi. C'est assez frais, le côté un peu acide aussi. Voilà, on a une clientèle quand même qui est là pendant l'été, il fait chaud, on a besoin d'avoir des produits assez frais et ça met bien en avant la cuisine grecque. Ça vous plaît, j'imagine, quand on vous dit que ça met bien en valeur la cuisine grecque, votre vin? Pour l'instant, pour nous, ça se passe bien. On est content du résultat. Et puis on a été accueillis ici, donc on est aussi content de pouvoir essayer de mettre en valeur le terroir grec et tous les beaux produits qu'ils ont. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci d'être venu jusqu'à nous. Les petits Français de Paros. Quand je monte à cheval, je me sens calme et reposée. Ça me permet de mieux ressentir l'âme de Santorin. En saison, je n'ai vraiment pas le temps de faire ces promenades. C'est pour ça que j'aime tellement passer mes hivers ici. Après avoir enchaîné au galop l'organisation de 25 mariages en 8 mois, Pia reprend enfin un rythme lent et tranquille, celui d'un hiver dans les Cyclades. La plus célèbre de ces îles, Santorin et ses 3,5 millions de visiteurs, entre alors en hibernation. À partir du mois d'octobre, tous les commerçants veulent partir. Ils sont fatigués de la saison touristique. Tout va alors très vite. En une semaine, tout le monde a fermé boutique. Perchés à 300 mètres de hauteur sur la falaise, les ruelles toutes blanches du village de Fira sont un dédale d'hôtels, de restaurants et de bars. Autant de portes fermées qui s'entr'ouvrent seulement pour se refaire une beauté. Chaque année, on repeint tout en blanc avant que les touristes reviennent. Pour nous, c'est une chance. On peut profiter de ce blanc éclatant, les murs brillent, comme avec cette église fraîchement repeinte. On dirait qu'elle vient d'être construite. Pia fait partie des quelques 15 000 habitants qui vivent à Santorin à l'année. Quand en hiver, l'île tourne au ralenti, la jeune femme profite de ce temps libre pour recevoir ses amis. On est tous plus relax en ce moment. En été, mes amis se plaignent de ne jamais me voir. Là, c'est le moment de se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo Nico. Merci Nico, bravo Nico. Avec ses maisons éclatantes et ses dômes bleus qui plongent dans la mer, la carte postale de Santorin en est venue à symboliser la Grèce insulaire. Un archipel à la beauté solaire qui subit aussi la pression touristique la plus intense. Pendant la saison, il faut imaginer cette ruelle remplie de monde. D'en bas jusqu'en haut, c'est presque impossible de bouger. Tout le monde est serré et il faut du temps pour avancer.
Le village d'Oia est l'endroit le plus connu de toute la Grèce. On m'a même raconté que la célèbre vue des 3 dômes bleus alignés était la plus photographiée au monde. Loin de l'agitation estivale, en fin de journée, Pia et ses amis peuvent tranquillement choisir le meilleur point de vue sur le célèbre coucher de soleil qui inonde toute la caldeira de Santorin. Waouh, c'est vrai que c'est beau. Oia est le point le plus proche du coucher du soleil. D'ici, on profite de ce spectacle pour nous tout seuls, avec comme seul bruit la mer et les vagues. Pendant qu'à Santorin, la douceur du soleil s'étire, sur l'île de Mykonos, l'hiver rude est bien installé. Si le vent ne fait pas tourner les fameux moulins, il ne décourage pas non plus Dimitra à sortir au grand air. C'est un vent plutôt normal pour Mykonos. Ça nous permet de ne pas avoir grand monde par ici. On peut alors se réapproprier notre île. Mais pour ça, il faut marcher, grimper et être un peu fou aussi, pour sortir avec ce froid cueillir des herbes. Ce que je cherche se trouve sous ces buissons épineux. Il y a cette herbe qui est très nutritive et délicieuse. Moi, je la mange crue comme une salade, mais on peut aussi la faire bouillir. C'est un peu amer, mais j'aime ça. La récolte a été bonne? Oui. Super. À quelques jours du retour des vacanciers, Dimitra n'en a pas fini avec la cueillette, même si elle espère que celle-ci soit moins fournie. Le vent disperse les déchets un peu partout. Cette plage est une des préférées des locaux. C'est pourquoi on en prend soin. On fait ces nettoyages de plage pour embellir notre île. Pour nous, bien sûr, mais aussi pour que les touristes puissent profiter d'une plage propre et bien entretenue. Exubérante en plein été, quand le moindre transat s'arrache à prix d'or, hors saison, Mykonos redevient alors une petite île presque conservatrice. On est loin de la musique électronique que l'on peut entendre dans les clubs de plage ici. Les habitants de Mykonos adorent vraiment faire la fête. Dionysos a toujours été le dieu préféré sur notre île. Il était le dieu de la fête, de la joie, du vin et des plaisirs. Emporté par la chaleur de ses habitants, dans les Cyclades, la douceur de vivre à la grecque se partage à l'heure d'hiver. Manu ? Bonjour. Oh, salut. C'est Sophie. Salut Sophie. Alors écoute, tu me rends un sacré service. Oui. Parce que comme tu le sais, hors saison, il n'y a pas toujours les ferries. Ben non. Donc c'est bien pratique de trouver des bateaux qui permettent de faire les traversées. Bah bien Sophie, je t'invite à monter à bord de Taz. Taz, c'est le nom de ce bateau. C'est le nom de ce bateau. Bonjour, bonjour. Croisière entre amis. Sophie. Alors tu as Anna Maria et Alain qui veulent découvrir d'autres îles, donc tu vas partager ça avec eux. Alors là, on est à Blue Lagoon. C'est un spot qui est magnifique. On a la chance, hors saison, de pouvoir en profiter. Personne, pas de bruit. Donc là, on va faire une petite halte. Là, il y a juste nous et un petit pêcheur. Et un petit pêcheur, voilà. Le paradis rien que pour nous, les amis, c'est pas mal. C'est magnifique cet endroit. Il est vraiment superbe.
Vous vivez ici tous les deux ou vous êtes comme moi de passage? On vient très souvent. On a une maison depuis 2 ou 3 ans là, sur l'île de Paros et chaque fois on en profite pour découvrir une autre île dans les Cyclades. On va profiter de cette petite pause pour grignoter quelques viennoiseries. Donc là j'ai fait des croissants, des pains au chocolat. Ça c'est vraiment ton petit côté français? C'est surtout que c'est moi qui les fais. Ah oui. Voilà. Mais dis donc, t'as un talent fou. C'est mon premier métier. On est arrivé à Paros il y a 5 ans pour s'installer en créant une boulangerie française. Très très bon. On change d'activité cette année, d'où le bateau et d'où le métier de skipper. Okay. Donc tu changes de vie là en étant skipper? Voilà, une deuxième fois en 5 ans. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé pour toi. Par hasard, on a découvert la Crète, on a dit tiens on prend le premier ferry. Et le premier ferry, au hasard, nous a amené à Paros. Ça a été un coup de foudre, on est arrivé dans la baie, on a dit waouh. Et un jour on a dit voilà, on rentre, on met tout en vente et on tente l'aventure en Grèce. Notre fils a été scolarisé directement dans une école grecque, sans parler un mot. Alors tout le monde rêve un peu de l'expatriation telle que tu la vis toi ici. Très honnêtement, quels sont les points positifs et peut-être un peu plus négatifs que l'on vit lorsqu'on est expatrié? Les points positifs, on va dire la qualité de vie. Après, c'est pas évident de s'adapter. On a l'habitude, quand on est sur le continent en France, d'avoir tout à portée de main. Là, on n'a pas tout le temps, même sur des matières premières pour la boulangerie. On a les aléas de la météo, l'hiver, qui des fois nous coupe pendant 2-3 jours. Donc si on attend un produit, il n'est pas là. Mais après, ça sera à refaire, il n'y aurait pas d'hésitation. C'était parfait cette petite traversée. Bah oui, voilà. Te voilà arrivé à Héraclia, petite île sympathique. On est dans les petites Cyclades là. Voilà, c'est la première île des petites Cyclades. Il faudrait toute une vie pour explorer toutes les îles des Cyclades. Il y en a combien en tout? Oui, il y a 24 îles habitées, mais il y en a plus de 200. Donc il y a de quoi faire. Merci beaucoup pour la traversée, capitaine. Voilà, arrivé à Héraclia. Merci beaucoup. Voilà. Kalimera, Yanis. Kalimera. Yassas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, retour de pêche. Oh, qu'est-ce que t'as de beau? Des calamars. Petit calamar. Oui. C'est bon ça, chef, hein? Nous allons faire une très bonne recette. D'accord. J'ai hâte de faire cette recette avec toi et puis ça va me permettre aussi de découvrir cette jolie île. C'est vraiment une petite pépite, j'ai l'impression, dans les Cyclades, cette île d'Héraklia. C'est une toute petite île. Nous sommes 150 habitants d'après le recensement. Mais c'est une très belle île et je suis très content d'être ici. Merci Dimitri, à plus tard. Quel numéro? 67? 61. Je vois quelqu'un qui l'a. Moi? Vers la fin, d'abord le 6 et ensuite le 1. Allons voir les enfants à l'école. On va les emmener au restaurant pour le cours de cuisine. On leur apprend à combiner les goûts de notre région. Kalimera. Oh, bonjour, Kalimera. Bonjour les enfants. Oh, mais elle est mignonne comme tout, cette classe. Dites-moi les enfants, vous savez pourquoi on est venus là, tous les deux? Vous cherchez, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va aller au restaurant. Et que va-t-on faire au restaurant? On va faire des pitas aux herbes. On va faire une très belle recette avec les calamars et les herbes. Combien d'élèves vous avez, madame, dans cette école? Evangelia et Ioannis sont tous les deux en maternelle. Et Sophie passe en CE1. Mais en tout, dans l'école, vous n'avez que 3 élèves? Oui, seulement. C'est exceptionnel. On passe de très bons moments.
On fait beaucoup d'activités, comme vous pouvez le voir. Nous sommes prêts? On va au restaurant? On va cuisiner. Merci madame. Merci maîtresse. On va cuisiner les calamars. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau la vue de ton restaurant. Allez, on t'écoute, chef. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par couper les éléments pour farcir le calamar. La farce sera faite avec les herbes que les enfants coupent et du riz. Et on va l'accompagner d'une sauce de tarama blanc. Parfait. Comme ça. Tu vois? Comme ça. Tu te rends compte que tu es en train de leur fabriquer plein de souvenirs là? Si ça se trouve, un de ces trois sera chef. Je ne sais pas si l'un d'eux va devenir chef, mais j'en serais très content si c'était son choix. Nous voulons apprendre aux enfants à avoir une mémoire culinaire, qu'ils connaissent les produits locaux. Ces herbes s'appellent des provaces. C'est local. On les trouve dans les Cyclades. Rapproche-toi. C'est du riz à l'épinard. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, on va remplir les calamars. Tu peux l'attraper, Vagilia? Attrape-le. Attrape-le toi, tu es courageuse. Mais tu le tiens bien. Il est très beau. Tu le tiens bien? Allez, vas-y. Parfait. Très bien. Et maintenant, on le passe au grill. Ici, On fait griller maintenant. le feu est déjà allumé. Je vais tout manger. Moi j'en veux. Miam miam miam. C'est prêt. On va goûter maintenant. C'est délicieux. Je vais en manger encore. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez à dire au chef avec cette recette? 10 sur 10. 10 sur 10? 10 sur 10. Bravo chef. Merci. Alors s'il y a 150 habitants ici selon le recensement, en fait dans la réalité il y en a combien? Selon le recensement, nous sommes 150 habitants. Mais en hiver, nous ne sommes que 80, 90. Donc presque le même nombre d'habitants que dans un seul immeuble à Athènes. Et même pendant la haute saison touristique, on ne dépasse pas les 800, 900 personnes sur l'île, en juillet et en août. Raconte-moi un petit peu ce qui te lie à cette île. J'ai grandi à Athènes. Ici, c'est la maison du père de ma mère, qui appartient maintenant à ma sœur. Depuis 7 ans, j'ai ouvert ici le restaurant et j'y habite toute l'année. Regarde combien c'est beau. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir l'île si verte. Ah oui. Mais moi, tu sais que je suis très heureuse de voir les îles des Cyclades en cette saison parce que tu as raison, je rajoute un petit peu de vert dans la palette des couleurs des Cyclades, hein, ce qui est exceptionnel. C'est mon endroit préféré de l'île. Ce n'est pas loin du restaurant et j'y viens souvent car j'aime les couchers de soleil. Et je peux profiter de la vue des 7 ou 8 îles qui nous entourent. Cette tour-là, elle servait à quoi?
C'est un ancien moulin. Ils amenaient ici les céréales pour en faire de la farine. Ici, je ramasse des plantes aromatiques. Ça, c'est... À chaque sortie pour toi est l'occasion de trouver des petites plantes aromatiques. Hein. Toujours. Ça s'appelle Quistus. Il faut le faire sécher, puis on le boit en tisane. Ça tue les virus. D'accord, je le garde précieusement. Hein. Je voulais te remercier de m'amener ici pour admirer ce coucher de soleil et pour ton cours de cuisine, parce que c'est un des meilleurs cours de cuisine que j'ai jamais eu. C'était vraiment très sympa avec les enfants du village. Merci de tout mon cœur pour ta visite et d'avoir partagé avec moi ces lieux qui font vraiment partie de mon cœur. Le Grand Bleu. Voilà la maison que l'on voit au début du film. C'est là que tout commence. Pour les amoureux de la mer et les cinéphiles, cette petite chapelle est devenue une porte d'entrée pour le monde des profondeurs, depuis qu'elle a servi de décor à un film qui a marqué toute une génération. Le Grand Bleu. Une histoire de rivalité entre deux hommes dauphins qui plonge son intrigue au milieu des épaves oubliées, de son monastère accroché à la falaise et du bleu profond de la mer de l'île d'Amorgos. J'avais à peine 4 ans quand j'ai assisté au tournage du film. Pour la première fois, j'ai vu des hommes descendre sous l'eau en tenue de plongée. Ça m'a vraiment marqué. Descendu de son village de montagne, à l'époque, Dimitris ne savait pas encore nager. Mais il a fait la promesse un jour de devenir plongeur à son tour. Presque 40 ans plus tard, avec ses faux airs de Jean Reno, Dimitris a développé une fascination presque mystique pour la mer, comme les deux héros du film. Avant de rentrer dans l'eau, j'essaye de faire le vide, de ne penser à rien. Et ça me donne envie d'aller toujours plus loin en profondeur, parce que sous l'eau, tu es seul. Il n'y a plus de stress. En apnée, Dimitris est capable de tenir 5 minutes sans respirer. Une descente à la recherche de ses propres limites pour ne faire qu'un avec la mer. Quand je plonge, j'ai l'impression que la mer me prend dans ses bras. Sur Amorgos, le bleu de la mer est vraiment très spécial. L'eau est incroyablement claire. On peut même voir les plongeurs descendre jusqu'à 20, 30 ou 40 mètres. Pour tenir sous l'eau, il faut vraiment que j'adapte ma respiration pour maintenir un rythme cardiaque très bas. C'est comme ça que j'arrive à atteindre un sentiment total de liberté. Avant de se prendre pour un poisson, à la surface, certains aimeraient simplement les attraper. Avec ses 112 km de littoral, Amorgos a toujours été une île de pêcheurs. Après avoir laissé ses filets toute la nuit, Nicolas rentre au port de Catapola pour compter ses poissons. Il y a quelques rougets, peut-être 2 kilos. Ce n'est pas beaucoup. Il y avait du courant. Mais depuis les années 90, 2000, la pêche se fait plus rare. Au large, le nombre de bateaux a augmenté, ce qui a provoqué une surpêche. Pour enrayer ce déclin, après 60 ans en mer, Nicolas et la quarantaine de pêcheurs d'Amorgos sont en train de changer radicalement leur méthode
pour une pêche plus durable. Ce sont nous, les pêcheurs d'Amorgos, qui nous sommes imposés des restrictions, comme de définir des zones de pêche interdites, et même arrêter de pêcher 2 mois par an pour sauvegarder la ressource. Pour nous, et pour que les générations futures puissent pêcher à leur tour. Sur Amorgos, les eaux cristallines sont un trésor qui se partage dès le plus jeune âge. Donne-moi ta main, tu peux y aller. On va aller s'occuper des balustrades en bois. Famille de marins de père en fils, les Nomikos entretiennent chaque année ce Tréan Tiri, le bateau traditionnel en bois de la mer Égée, avec lequel les anciens naviguaient pour transporter des marchandises d'île en île. Il aime être dehors, à s'occuper du bateau. Comme son papa. Avec mes frères, on faisait la même chose avec notre père. Quand on n'était pas à l'école, on était sur le bateau. Prends de l'autre côté. Allez, tire. Prends la barre. Va à droite, en suivant les rochers. J'essaye de lui transmettre quelque chose de très important pour moi. C'est l'amour et le respect de la mer. Bien sûr, il est encore petit, mais il doit comprendre que ce milieu, ce bateau, fait partie de notre famille, de la tradition, de notre identité. Sur une île, certains peuvent croire qu'on est isolé, que la mer nous sépare de la terre. Mais au contraire, moi je crois que c'est la mer qui nous unit. Avec ses aventures de plongeurs et ses récits de pêcheurs, l'île d'Amorgos se vit comme une odyssée maritime, avec comme seul horizon la Grande Bleue. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles représentent ces cloches, monsieur? Oula. Le verre de bienvenue. Oula, merci, dis donc. De rien. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une liqueur. D'accord, et c'est à base de quoi? C'est une liqueur locale qui s'appelle raki. Oh là! Avec du miel et des herbes. Très bien. C'est le verre de l'amitié, c'est ça? Santé. D'accord, je suis obligée donc. Ah, très bien. Cul sec. Ah oui, cul sec, je vais pas y arriver. C'est très bon, très bon. Ouais. Ah, oula. Encore un verre? Oulala, malheureux. Nous offrons quelque chose à toute personne qui visite notre village. Il s'agit de l'hospitalité grecque, qui provient de nos parents, de notre culture. Et en parlant de culture, aujourd'hui c'est la fête des Koudounati. Ça veut dire les porteurs de cloches. C'est une tradition des anciens temps. Vous allez les voir faire sonner les cloches. Moi, je vais prendre une petite cloche en souvenir, monsieur. Cadeau. Vous êtes trop gentil. J'ai pris des cours de français. Je me souviens que de 3 mots. Liberté, fraternité, égalité. Merci, cher monsieur. C'est vous qui avez préparé ça? C'est un habitant du village qui l'a préparé. C'est du rosto, de la viande de porc cuite, dans du vin. C'est le plat traditionnel du village. On le mange le dimanche
La tradition est d'offrir le plat aux personnes qui viennent à la fête. Bravo! Je cherche juste la librairie de Lena. Vous savez où elle est? Alors tu vas comme ça, Super. comme ça et sur la place. Et tout droit. Parfait. Calimera, Lena. Oh, mais dis donc, mais qui c'est ça? Un chat dans un tiroir? C'est Catalina. Catalina. En fait, il y a des mois, elle a décidé qu'elle veut vivre ici. Eh ben, c'est sa nouvelle maison, ta librairie et sa nouvelle maison. Tu as cette jolie librairie depuis combien de temps? C'est le 3e hiver de cette librairie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer ici? Tout est particulier dans ce village. Les habitants, le village lui-même, la culture. Par exemple, aujourd'hui, la fête du village est en lien avec les fêtes de Dionysos. Je peux te présenter Francescos, un de mes amis, qui va t'en parler bien mieux que moi. Allons-y. C'est vraiment charmant, un Pirontos, avec ses petites ruelles. Toutes les maisons sont fabriquées de pierre et de marbre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Et je sais qu'il a quelque chose de spécial. Comme ici, par exemple. Il s'agit de la tour Bardalis. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Comment t'es arrivée ici, toi, la première fois? J'avais une très bonne amie ici. Je suis venue il y a 20 ans pour la première fois. Je suis tombée sous le charme. Et ensuite, je n'ai raté aucune occasion pour venir. Et alors, les villageois se réveillent tout d'un coup avec une librairie. Comment ils t'ont accueilli après? Ils étaient contents que tu restes? Les habitants de ce village aiment vraiment les arts et la littérature. Ils étaient très contents qu'une librairie ouvre dans le village. Comme tu le sais, c'est la fête des Kudunati. Ils se retrouvent dans certaines maisons du village pour s'habiller. Voici une des maisons et voici Francescos. Bonjour, Calimera. Moi, il faut que je vous demande quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? J'arrive, je rencontre des gens qui me chantent des chansons, qui m'offrent un verre à boire, qui m'offrent une petite cloche. Il se passe quelque chose de quand même très particulier. Les Kudunati sont des bergers. Cette tradition célèbre le rapport de l'homme avec la nature. Ici, les Kudunati s'habillent et vous allez les voir plus tard sur la place du village danser cette danse antique. Ça, c'est le fessi. C'est un chapeau qui nous vient de la domination turque. Il y a une broche dessus. Cette cape est celle que portaient les bergers pour ne pas avoir froid l'hiver. Ensuite, un pantalon et les chaussures de berger. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il vous manque quelque chose d'essentiel dans votre tenue. C'est ça, non? Les cloches. D'accord. Il va mettre sur sa taille une ceinture de cloche qu'il fera sonner. Le Kudunatos, en plus de son costume, tient à la main droite un bâton qu'on appelle soba. Alors à quoi ça sert? Il symbolise le phallus de Dionysos. Dans l'Antiquité, on pensait que grâce au phallus de Dionysos, la terre se fertilisait et se fructifiait. Derrière chaque porteur de cloche, quelle est la symbolique? Les Kudunati croient que le son assourdissant des cloches fait trembler la terre et que ça a des propriétés métaphysiques. Avec le son, la nature s'éveille. On le fait pour le bien, pour la floraison, la récolte, les fruits. C'est pour que l'année commence bien, pour que le printemps se passe bien.
Pour nous, qui habitons dans ce village de Apeirantos, il s'agit probablement de l'élément le plus important de notre culture. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer un petit peu cette fête parce que quelque chose me dit que dans quelques minutes, on va plus du tout s'entendre avec ces bruits de cloche. Hein. Oui, c'est sûr. Francesco, je t'ai perdu dans la foule, il y avait vraiment beaucoup de monde. Moi, j'ai été très touchée par cette fête populaire, par la gentillesse des gens, voilà, qui nous disent bonjour, qui nous accueillent très, très volontiers, qui nous offrent toujours quelque chose à manger, quelque chose à boire. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je retienne avant tout de Naxos, l'hospitalité? Les Grecs sont connus pour leur hospitalité, spécialement les Naxiotes, les habitants d'Apeirantos, les Cyclades. Ici, cette coutume est la même depuis l'époque cyclanique. Il s'agit de notre passé, de nos racines. Ça va? Mais t'as raison d'être fier, c'est très sympa cette fête. Merci pour ton accueil, Christopoulos. Il y a 3600 ans s'est produite la grande éruption de Santorin. Elle a provoqué un tsunami qui a formé cette célèbre caldeira. Santorin est né dans un fracas. Une explosion volcanique si puissante qu'une légende raconte qu'elle pourrait même être à l'origine du mythe de l'Atlantide. Plus que les contes, la scientifique Evi Nomikou préfère parcourir les coulées de lave. Sur l'îlot Nea Kameni, à seulement 4 km de Santorin, les entrailles de la Terre bouillonnent encore. Ces gaz et ces fumées proviennent des chambres magmatiques à 2 km de profondeur sous le volcan. En remontant lentement à la surface, des fumerolles s'échappent. Nea Kameni est donc un organisme vivant et son souffle se trouve juste ici. Laboratoire pour les géologues, Nea Kameni, la nouvelle île brûlée en grec, est le site des éruptions les plus récentes, dont la dernière date de 1950. Pour mieux comprendre l'activité volcanique dans la région, l'équipe de surveillance dirigée par Evi a installé 7 stations pour prendre le pouls du volcan endormi. Nos stations scientifiques mesurent un ensemble de données, les mouvements du sol, l'évolution des gaz, la température. Tous ces paramètres peuvent nous aider à savoir quand se produira une prochaine éruption. À Santorin, on sait que l'on est avec ce risque. C'est ce qui m'a donné envie de devenir géologue. Je me souviens que mes grands-parents, la seule chose qui les dérangeait avec le volcan, c'est qu'il pouvait détruire les récoltes à cause des retombées de cendres.
Mais il n'avait pas peur de ce volcan. Il le respectait. Comme les grands-parents d'Evie, sur l'île de Santorin, Michaïlis passe ses journées au jardin pour mettre de la couleur sur cette terre noire. Là, ce sont des marguerites. Nous en avons de 7 couleurs différentes. On peut les utiliser entières ou juste quelques pétales sur des plats de haute gastronomie. Avant de pouvoir alimenter les meilleures tables de Santorin, le producteur a dû apprivoiser un territoire hostile. Nous sommes confrontés à de nombreux défis ici, comme la terre pauvre qui a besoin d'être enrichie, les vents très forts et la chaleur brûlante. En été, il peut faire 40 degrés et ne pas pleuvoir pendant 6 mois. Pour cultiver, nous ne creusons pas le sol pour le mélanger. La pierre ponce permet de maintenir la terre humide. Il a fallu beaucoup d'expérimentation pour arriver à ce résultat. D'origine volcanique, la pierre blanche miraculeuse a même permis de faire de Santorin l'un des principaux producteurs de vin en Grèce. Sur le mont Prophétis Ilias, le point culminant de l'île à 567 mètres d'altitude, Michaïlis fait pousser 300 pieds de vignes. Ces vignes ici appartenaient à mon grand-père. Elles ont entre 80 et 100 ans. Et à côté, de jeunes vignes grandissent. Celles-là ont 3 ou 4 ans. Grâce au savoir des anciens, Michaïlis tresse ses vignes sous forme de paniers. À Santorin, c'est ainsi que pousse le cépage Assyrtiko, des raisins aux arômes minéraux qui donnent un vin blanc sec reconnu dans le monde entier. L'idée, c'est de les maintenir les plus proches du sol pour les protéger du vent. Ici, à Santorin, ces paniers sont composés de 2 ou 3 longues branches maximum. Pour moi, c'est un sol sacré. Malgré les difficultés, c'est incroyable de voir ce qu'il peut produire. À Santorin, les habitants ont appris à vivre avec le volcan. Très récemment, en 2025, quand la terre s'est mise à trembler à nouveau, Antonis a choisi de rester sur son île et de continuer à pagayer en passant tous les jours devant Saint-Nicolas, le protecteur des marins. J'ai beaucoup de chance. Grâce à mon activité, le kayak, on peut s'avancer au plus proche de la géologie de l'île. Dans le sud, cette roche rouge est composée de fer. D'ici, on peut voir comme une veine qui ressort jusqu'à l'autre bout de la caldeira. Les roches noires, comme le sable, sont faites de lave. Les parties blanches, ce sont du calcaire. Chaque partie de l'île a une couleur différente issue du volcan. Il y a ici ce que j'appelle une sorte d'aimant magnétique. Soit Santorin nous attire pour longtemps, soit elle nous repousse. Évidemment, moi, elle m'attire, car pour moi, l'énergie de l'île est unique. L'histoire volcanique de Santorin a façonné l'un des paysages les plus saisissants de la Méditerranée. Aujourd'hui encore, les habitants de l'île continuent de vivre au rythme d'un volcan en sommeil, dont chacun pense qu'il pourrait bien se réveiller.
Kalimera Dimitris, bonjour. Comment ça va, Sophie? Ça va? Ça va bien. Enchantée et ravie de te retrouver ici dans cette jolie boutique, ton atelier là sur l'île d'Andros. Que c'est beau là, tout ce que je vois autour. Tout vient de la mer. Montre-moi un petit peu. Est-ce que ton emblème, c'est vraiment le coquillage? Ma principale source d'inspiration, ce sont les coquillages. Je les sculpte dans des pierres naturelles. Et tout ça? Je commence avec ça. Ah oui, c'est beau, dis donc. Et je termine ainsi. C'est magnifique. J'utilise des pierres naturelles qui viennent du monde entier. Je travaille toutes les tailles. Ici, on peut voir de plus grandes œuvres. Et Andros a toujours été ton lieu de création, ton port d'attache, même plus que ça, c'est là où tu es né? Je ne suis pas né ici, mais mes parents et grands-parents sont d'ici. C'est un lieu d'inspiration car je me trouve près de la nature et je peux faire ce que j'aime. Je suis content de t'avoir fait visiter. Il fait beau. Veux-tu qu'on aille se promener à Kora? Eh ben, on va se balader. Je te suis. Andros, c'est la plus septentrionale des îles de l'archipel. Elle est vraiment différente des îles du sud. Andros a connu un grand développement de la marine. C'était à la fin du 19e siècle, quand les propriétaires des bateaux ont compris qu'il fallait passer des voiliers aux bateaux à vapeur, avec les paquebots qui voyageaient de la Grèce jusqu'à l'Amérique, avec la vague migratoire. Les plus grandes sociétés d'armateurs provenaient d'Andros. Ça a permis aux capitaines et aux armateurs de construire de belles maisons néoclassiques. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, les membres de ta famille, dans la vie? Tous mes ancêtres étaient dans la marine. Ils voyageaient. De père en fils, capitaines ou mécaniciens, ils passaient leur vie en mer. Qui est ce personnage-là qui est représenté, qui regarde vers la mer, le bras levé avec son petit baluchon sur le dos? Lui, c'est le marin connu. Il rend hommage aux marins disparus en mer? Oui, et les victimes sont là. D'accord. Et mon grand-grand-père, ton nom est là. Son nom est là? Oui. Montre-moi son nom sur cette plaque commémorative. Tu sais le retrouver? C'est ici que se trouve le nom de mon arrière-grand-père, le grand-père de mon père. Okay. C'est émouvant, non? Voici le quartier Camara. C'est ici que nous avons appris à nager. Ils nous jetaient directement dans la mer. Nous n'avons pas appris à nager tout doucement depuis une plage. Ah, mais il est incroyable ce phare là-bas. D'ici, on voit le phare Kounouritis. J'ai jamais vu ça. Le seul phare qui se trouve sur un rocher. Il a l'air si fragile comme ça, posé sur son rocher. On a l'impression que la mer pourrait l'emporter. Pourtant, il doit être là depuis bien longtemps. Mais là, je comprends que tout ici peut être source d'inspiration pour toi. Je l'adore pour son emplacement. Ouais. C'est directement vers l'ouest. Donc il y a un long ensoleillement et de magnifiques couchers de soleil, surtout en hiver. C'est un lieu très pur. Et il n'y a pas d'interruption. Tu as l'horizon.
Maintenant que je te connais un petit peu mieux, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très contemplatif. C'est complètement vrai. Car nous vivons dans un monde bruyant, donc nous n'avons pas besoin de plus de bruit. Nous avons besoin de plus de calme. C'est ce que je recherche. Et tu as toujours été comme ça? Oui, je l'ai toujours été. Mais encore plus maintenant. C'est pour ça que tu aimes vivre sur cette île? Oui. En hiver, je peux profiter de la beauté. Comme tu peux le voir, nous sommes peu nombreux sur l'île. Et tu peux voir la beauté d'une meilleure façon. En travaillant le marbre, est-ce que tu as l'impression de travailler une matière noble qui est aussi un symbole des Cyclades, un symbole de la Grèce? Oui, absolument. C'est un matériau symbolique. Et ça reflète le soleil de la meilleure des manières, comme aucun autre matériel. Tu vis dans un environnement exceptionnel, tu trouves des petites choses qui deviennent des vraies œuvres d'art. Je sens que tu es un artiste heureux. Oui, quand je crée, je suis heureux. Quoi qu'il arrive, où que je sois, si je crée, je suis heureux. Ce sont les premiers légumes de la saison. On les récolte pour les fêtes de Pâques. Ici, on a la chance d'avoir une terre très généreuse. Pour Yorgos Narlis, la pluie qui menace l'île de Sifnos, réputée pour sa gastronomie, est une bénédiction. Adepte d'une agriculture sans irrigation, le paysan cultive des variétés anciennes et notamment une légumineuse devenue la reine de la cuisine de Sifnos. Chez Yorgos, elle se déguste même dès le petit déjeuner. C'est un café à base de pois chiches. Traditionnellement, on trempe ces biscuits dans le café, accompagnés de notre fromage de chèvre et de brebis. Après son surprenant café grec revisité, en hiver, l'agriculteur, à la fois fermier et producteur, passe autant de temps dans les champs qu'en cuisine pour maîtriser la transformation de tous ses produits. Là, c'est le tout début de la saison des fromages. Je vais passer les 7 prochains mois à me lécher les doigts. Pour retrouver le même goût que la cuisine des anciens, j'ai dû tout faire par moi-même. Cultiver comme à l'époque. Utiliser les mêmes ustensiles. C'est comme ça que j'ai pu retrouver le goût de ce qui se mangeait il y a 100 ans. Gourmande et généreuse, à Sifnos, derrière chaque recoin de l'île, se cache une histoire de cuisine. Dans la baie de Vati, depuis 150 ans, la famille Hatsonios façonne des boules d'argile pour en faire des poteries de cuisson. Le sol ici donne une terre malléable qui, une fois formée, va donner des pots qui résistent bien à la température du feu. Le samedi soir, nos mères et grands-mères apportaient les pots de pois chiches au four communal. Après avoir cuit toute la nuit, le lendemain matin, après la messe, on retournait chercher notre pot. Et comme ça, le repas était déjà prêt. Personne n'avait besoin de rester en cuisine le dimanche. Je suis fier de ces plats en céramique, car sans eux, Sifnos ne serait pas aussi réputé pour sa gastronomie. Après avoir mijoté pendant des siècles dans les marmites, le goût de Sifnos a poussé Ronia à faire la traversée depuis Athènes
à 5h30 de ferry. Sur l'île d'Apollon, difficile de faire attention à sa ligne. Kalimera. Ici, le biscuit que je préfère, ce sont ces pâtes d'amande. Elles ont cette couleur brune car on garde la peau de l'amande torréfiée. Je grignote souvent pendant la journée. De retour sur son île de vacances, Ronia a réinvesti la maison de ses arrière-grands-parents. Elle a remis la main sur un livre considéré comme la Bible de la cuisine grecque. Écrit en 1920 par le chef local, Nikolaos Tselemantès, aujourd'hui le célèbre cuisinier a donné son nom à tous les livres de recettes en Grèce. Depuis sa publication, ce livre est rentré dans tous les foyers grecs. C'est toujours un cadeau de mariage très populaire. Des générations entières ont appris à cuisiner grâce à ce livre. Quand hors saison, la plupart des restaurants ont fermé. Bonjour, bienvenue. Welcome. Ronia accueille chez elle les rares touristes de l'île pour leur faire découvrir une cuisine familiale. Είμαι η Ρόνια. Γεια σου, Σεβάστιαν. Nous avons des pois chiches, du persil et de l'aneth. Mais avant d'y goûter, il va falloir mettre la main à la pâte. Qui veut découper? La youvarlakia est une sorte de boulette de viande. En Grèce, nous avons 4 sortes de boulettes de viande. Celles-là sont farcies de riz et cuites à la casserole avec une sauce composée d'œufs et de citron. C'est une cuisine simple, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas comme la grande gastronomie française avec ses techniques. Là, il suffit de hacher, mélanger le tout et de faire frire. La cuisine est un très bon moyen d'aller à la rencontre des habitants de Sifnos. On découvre leurs traditions et leurs recettes. Et en plus, on peut aider. J'adore ça. Combien voulez-vous de boulettes? 3. C'est vraiment le minimum. Santé, à la vôtre. Yamas. Yamas. Je goûte. On a bien travaillé. C'est très bon. La cuisine grecque est une cuisine de partage. On met tous les plats sur la table et tout le monde se sert. Depuis l'Empire ottoman, quand les sultans venaient y recruter les meilleurs cuisiniers, Sifnos est la plus délicieuse des escales grecques. Un repère pour hédonistes où l'on mange divinement bien. Et maintenant, nous allons au monastère. Juste là-haut? Ah oui, c'est vraiment le monastère dans les montagnes. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a une route pour y accéder. Est-ce que ça a toujours été le cas? Cette route est nouvelle. La route passait de l'autre côté de la montagne et c'était plus long. Il existe aussi des sentiers très anciens. Ce réseau connectait les villages entre eux. Et le monastère se trouve au milieu, entre les villages et les villes. Bonjour père. Bienvenue. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je te présente Sophie, une amie française. Bonjour mon père. Père Aétios. Bonjour. Je me réjouis. Venez. On y va, merci. Merci beaucoup à vous de nous accueillir ici. Vous accueillez du public ou c'est vraiment réservé à la vie monastique?
Nous sommes 4 moines à vivre dans ce monastère orthodoxe. Comment pourrait-on rester fermé alors que nous croyons en Jésus? Jésus nous accepte tous et nous acceptons tout le monde. Vous connaissez la famille de Dimitris depuis longtemps? Sa grand-mère, toutes les personnes de sa famille venaient ici. Tous les habitants d'Andros viennent au monastère et nous sommes donc très proches des gens. Parce qu'avant que la route existe, ils traversaient l'île à pied et ils restaient ici pendant des heures pour se reposer, manger, parfois pour dormir. Les andriotes sont très attachés au monastère et le considèrent comme leur maison. Je ne sais pas si je peux me permettre de me sentir comme chez moi ici, moi qui viens juste d'arriver, mais est-ce que vous croyez qu'on pourrait visiter le monastère? Évidemment que vous pouvez le visiter. Et en partant, vous vous sentirez comme chez vous. Mais maintenant, il faut aller à la cuisine, sinon le repas va brûler. Eh bien, on va vous aider, hein? On va vous aider en cuisine. Allez, on vous suit, mon père. Venez, venez entrer. Ici, la cuisine, le salon. Faites comme chez vous. Ah, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Allons finir de préparer le repas. Bah, on va vous aider, hein. On va donner un petit coup de main. Vous avez appris où à cuisiner? Ici. D'abord, tu mets ça, puis tu ajoutes ça. Je mets tout? Ok. De la nette. Ouais, ça sent bon. Hein. Tout ça, là, vous l'avez autour du monastère? Vous avez un petit jardin, un petit potager ici? Oui. Ça sent bon, en tout cas. Hein. L'amour est le principal ingrédient de la nourriture dans un monastère. Et c'est pour ça que c'est si bon. Voici un très beau balcon avec vue sur la Kora. Ah oui, on a vraiment un balcon là dans le vide. Ah, on est bien là. Hein. C'est bien, non? Ça fait du bien, ce calme. C'est ça que vous recherchez aussi ici. En regardant toute cette création, toute cette beauté, on se sent plus proche de Dieu. Je crois que la beauté des paysages est un choix très personnel. Chaque personne a un endroit où son âme se retrouve en paix. Et cet endroit est sacré. Dans les Cyclades et toute la mer Égée, il existe de merveilleux monastères. Je visite beaucoup la Grèce pour faire des pèlerinages dans des monastères. J'en vois des grands, des petits, des beaux. Mais quand on rentre, on se dit que c'est le nôtre qui est le plus beau. Mon père, quelque chose m'intrigue dans cette pièce. Il y a 2 miroirs. À quoi ils servent? Rassurez-moi, c'est pas pour scruter notre âme, hein, parce que bon, il y aurait peut-être du boulot avec moi. À quoi ça sert? Ces miroirs sont des cadeaux des pèlerins au Père supérieur. Celui-ci, le Père supérieur l'utilise pour faire des signaux en morse avec quelqu'un en face. Le soleil se reflète, il fait tac-tac et la lumière tombe en face et ça l'amuse. D'accord, bah il est joueur, le Père supérieur. Hein. Le Père supérieur a beaucoup d'humour. C'est un enfant de 93 ans. On se trouve dans la tour où il y a une exposition permanente. On va retrouver le père Philarétos en haut qui va nous faire visiter. Je m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Voici père Philarétos. Ravi de vous rencontrer. C'est Sophie, une amie française. Nice to meet you. Je disais à Dimitris que je ne m'attendais pas du tout à trouver une galerie d'art dans ce monastère. Au premier regard, ça peut sembler étrange. Mais nous ne devons pas oublier. Les églises doivent toujours trouver des moyens d'utiliser le langage de notre époque dans le but de transmettre le message d'amour. Nous voulions montrer la connexion qu'il existe entre la spiritualité de l'Église et la création artistique. Elles sont liées.
Et toi, alors, ton œuvre se trouve où dans cette galerie? Elle se trouve plus bas, à un autre étage. Le père Philarétos va nous y conduire. Montre-moi ça. C'est une aliotis. L'aliotis est un coquillage de mer comme celui que je t'ai donné hier après la plongée. On a la spirale qui symbolise l'infini. Et nous avons la lumière éternelle. La lumière nous aide toujours à voir la vérité. La lumière peut venir à nous, mais elle peut aussi venir de nous. La religion et l'art ont le même âge. Depuis l'Antiquité, les religions utilisent l'art pour s'exprimer. Et c'est très émouvant de voir que cela continue et continuera jusqu'à la fin de l'histoire. Asseyez-vous. Bienvenue et bon appétit. Merci pour votre accueil et votre hospitalité aussi. On mange en silence ou on a le droit de se parler? On peut discuter. On a le droit de papoter. Ah bon? Qu'est-ce que vous vous racontez justement quand vous vous retrouvez là tous ensemble autour de la table? On parle de la nourriture. Sans être trop indiscrète, est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous êtes devenu moine? Une longue histoire, j'imagine. Depuis jeune enfant, je ne voulais pas me marier. Le but de la vie de l'homme est de s'unir avec Dieu, soit en tant que moine, soit en tant que chef de famille. L'homme doit donc choisir une façon pour se rapprocher de Dieu. Chacun doit trouver ce qui l'apaise. S'il le trouve, je pense qu'il aura fait un grand pas dans sa vie. Merci pour votre accueil. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre cette ruelle et sortir plus loin. On n'a pas encore compté toutes les marches. Il faut être en bonne forme pour vivre dans ces villages. Mais c'est ce qui fait le charme ici. Comme ça, le village est calme. Il n'y a pas de voiture. Ça demande des efforts, mais la récompense est belle. Chaque village se parcourt comme une randonnée. Loin des plages et de la mer, ce sont ces labyrinthes blanchis à la chaux qui ont retenu Sémélie sur l'île abrupte d'Amorgos. Que c'est beau. Construits depuis le Moyen-Âge comme des refuges contre les pirates, les villages perchés révèlent tout un réseau de sentiers où la vie s'organise. Tous les habitants utilisaient ces sentiers qui partaient des villages et se dirigeaient vers les champs, les pâturages et les sources d'eau. C'était vraiment des chemins qu'on empruntait au quotidien. Ici, le village de l'Agueda est le point de départ de nombreux chemins. C'est notre montagne la plus haute de l'île. Un pas après l'autre, sur ces chemins où les anciens n'ont eu de cesse de façonner la nature, Sémélie et quelques volontaires continuent de sculpter le paysage au rythme des Cyclades en hiver. Ça paraît simple, mais c'est complexe. Notre seul matériau, c'est la pierre.
Il n'y a pas de mortier. Il faut donc de la patience pour trouver la bonne pierre pour la bonne place. C'est comme un puzzle qui se construit pièce après pièce. Les habitants d'ici avaient besoin de construire ces murs en pierre sèche, car c'était la seule manière sur Amorgos de créer différentes terrasses sur plusieurs niveaux pour pouvoir cultiver. J'ai choisi de rester sur mon île, car j'ai toujours connu ces paysages. Je suis né avec, et maintenant, j'ai envie d'aider à maintenir ces murs debout. Ces murs-là, on les a montés il y a environ 5 ans. Et pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Dans les Cyclades, la mémoire des îles se raconte aussi à travers l'intérieur des terres. Sur Sifnos et ses 200 km de sentiers, pour une île d'à peine 74 km², de drôles de marcheuses sont prêtes à s'élancer. Elles sont toute l'année dehors. Ici, elles ont de la place. Elles sont en pleine forme. Ce sont de bonnes grimpeuses. Elles sont heureuses ici. Tous les jours, Yanis guide son cheptel de brebis et de chèvres pour aller pâturer sur des sentiers qui remontent pour certains à la Grèce antique. Un festin digne de Dionysos qui permet de garder les passages ouverts. Les chèvres aiment particulièrement ces buissons. Elles mangent aussi les arbustes et les herbes fraîches qu'elles trouvent sur le chemin. Leur péché mignon, ce sont ces petits fruits rouges de l'arbre à mastic. C'est ce qu'elles préfèrent manger. Et après, on retrouve tous ces arômes dans leur lait. En étant tous les jours dans la nature avec elles, mes chèvres et mes brebis savent que je m'occupe d'elles. Elles le ressentent et en retour, elles me donnent beaucoup d'amour. Et puis, grâce à elles, je peux profiter de ces paysages magnifiques. J'ai de la chance. Entretenus par les hommes et les animaux, ces chemins qui serpentent entre les massifs montagneux et les vallées fertiles, de village en village, s'offrent aujourd'hui aux randonneurs qui s'aventurent dans le cœur des Cyclades. Bonjour, je suis ravie de te rencontrer. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Dans ce bel endroit, ici, c'est vraiment très joli là où tu vis. Joli et calme. Il fait froid, il y a du vent, mais c'est joli. On est à Mesovounia, une réserve naturelle et un sanctuaire. Le nom signifie « entre les collines » parce qu'on est entouré de collines. Tous les animaux qui viennent ici sont à la retraite. Ils n'ont jamais besoin de travailler, ils viennent ici et profitent de la vie. Je les récupère dans les différentes îles des Cyclades. Certains viennent aussi du continent. Donc c'est l'idée. Je veux aider les animaux de la ferme des Cyclades. Ils ont tous des histoires différentes. Certains m'ont été confiés par la police, d'autres viennent de Mykonos. Tu fais ça depuis combien de temps? C'est une belle aventure un peu bizarre. J'étais dans un univers totalement différent. Je travaillais dans la mode. J'ai vécu à New York, j'ai étudié à Londres, à Hong Kong. Et je suis tombée malade à Hong Kong.
J'avais une maladie chronique appelée endométriose, qui touche une femme sur 10. Et ça a changé mon état d'esprit et ma façon de voir les choses. Quand je me suis sentie un peu mieux, je me suis dit, ok, on va essayer quelque chose de nouveau. Ma famille est grecque, on va essayer de vivre en Grèce. Je pense qu'en tout, j'ai peut-être sauvé 300 animaux. Je fais ça toute seule. T'es courageuse. Mais petit à petit, je fais en sorte qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent et qui m'aident. Ah, t'es tellement courageuse. Bah écoute, maintenant que je suis là, je veux bien t'aider un petit peu, te donner un coup de main. Voici Hakim. Elle a donc eu un problème à la jambe il y a plusieurs semaines. Je dois lui donner des antibiotiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection. Tu pourrais peut-être le faire? Allons-y. Écoute, elle a l'air calme, ça va bien se passer. Alors, essaye de pousser ta jambe vers la sienne. D'accord. Comme ça? Oui. Et lever ça. Ok. Oh là, ça va être compliqué. Tu as compris, je crois en toi. Voilà, c'est bon. Voici l'outil. Attention, Hakim. Voilà, ok. Et je dois gratter là. Je comprends mon pupou. Mon Hakim, c'est normal. Attends. You okay? Oui, I'm ok. Tu sais quoi? Commence. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ah bah voilà. Non mais on s'improvise pas, vétérinaire. Là, ça fait une sorte de V. On va le nettoyer et ensuite on mettra un spray dessus. Allez, je fais comme... Hop. More. Yeah. Perfect. Parfait. Yeah. C'est bon comme ça? Yeah, amazing. Oui, formidable. Ben voilà. Super. Bravo. Est-ce que tu veux venir avec moi jusqu'au village? Oui, et peut-être qu'on se prend une petite boisson chaude, un thé ou un café? Yes, oui, on fait ça. Allez. Parce que alors, on a le vent, la pluie, le temps change. Nous sommes maintenant dans le village de Kostos. Il n'y a pas un chat dans ton village, hein? Il n'y a personne. Well. Ah si, il y a des chats, oui. De toute façon, il y a toujours des chats dans les villages grecs. Hein. Mon arrière-arrière-grand-mère vivait ici à Paros. Et c'est un peu comme si je revenais à l'endroit où l'histoire de ma famille a commencé. Il y a donc de jolies histoires de femmes dans ta famille? Oui. Je viens d'une longue lignée de femmes fortes. J'ai donc une grand-mère qui était psychiatre et médecin. Sa mère était médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui était une riche aristocrate. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, les bijoux, pour payer la guerre contre les Turcs. Elles sont des exemples et j'ai l'impression qu'elles vivent à travers moi. Allons nous réchauffer à l'intérieur. Oui, ça va être chaud, t'as raison. Good to see you. Bonjour madame. Okay. Ah bah, on trouve. Oui, yes. Sophie. Ah, Sophie. Panayota. Panayota. Yes. Enchantée Panayota. Ah, oh là. Wow. Amazing. Ah mais c'était juste pour prendre un thé en fait au départ pour nous réchauffer. Votre thé. Ok. Et des mezzés parce que je pense que vous devez avoir un peu faim. Ok, donc c'est en plus avec le thé. Bah, merci beaucoup. Yota est l'ancienne propriétaire de mon terrain. C'est à elle que je l'ai acheté. Oui, c'est moi qui ai vendu mon terrain à Kim. Je ne pense pas que j'aurais pu trouver une meilleure personne. Et moi, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai fait ce que je voulais. Mes enfants ont fait des études à Athènes. Franchement, c'est extraordinaire, non? Tout ce que tu as réussi à réaliser depuis que tu as décidé de changer de vie. Oui, vraiment. Je suis très reconnaissante d'avoir été acceptée par tous les gens du village. Et tout le monde aide volontiers quelqu'un qui arrive dans le village.
Oui, ils sont très accueillants. Certains m'ont donné des arbres ou bien des fruits. C'est incroyable. C'était un chouette accueil. J'ai rencontré sur ma route déjà des gens qui avaient changé de vie ici, au contact des habitants des Cyclades. Donc je comprends vraiment qu'il y a une qualité de vie à part dans ces îles. Les gens disent que c'est un endroit apaisant. Les gens aiment venir ici. C'est presque comme un aimant. Le soleil se couche tout doucement sur les Cyclades et ce ferry me ramène vers Athènes avant de rejoindre la France. C'est la fin de ces échappées belles d'île en île, à un rythme lent. J'ai voulu volontairement vous amener ici hors saison touristique pour vous montrer que ces îles vivaient vraiment toute l'année. Je vais garder en tête plein de belles images et de petits souvenirs dans mes poches, comme ce porte-bonheur confectionné par les enfants de la petite école d'Iraclia, ou encore cette jolie petite cloche que l'on m'a offerte lors des fêtes de Naxos, ou encore ce joli coquillage que Dimitris est allé pêcher pour moi dans les eaux de la mer Égée. Je voulais vous remercier, vous, d'être toujours dans mes bagages et d'être aussi fidèles à nos échappées belles. Talémé, Céligo, à très bientôt, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.